Bonjour à tous, il est 12h32. Bonjour Jessie. Bonjour Dani. Aujourd'hui nous serons très culturels puisqu'on va recevoir successivement Lina Blou qui est déjà là. Bonjour Lina. Bonjour. Plus tard on va recevoir un poète qui est aussi journaliste, Claude Danican, qui organise un festival de la poésie et donc un ZCL très culturel. Le C aujourd'hui c'est culture. Jessie, l'actualité du jour. Alors, quelles sont les nuisances sonores et leur impact sur la santé? C'est le thème abordé aujourd'hui au CHU de Pointe-à-Pitre dans le cadre de la journée nationale de l'audition. Un jeune sur 5 souffrira en France d'une perte auditive. Et le 5e congrès de l'UTC-UGTG a commencé aujourd'hui à la médiathèque du Lamentin. De 1986 à 2016, 30 l'année combat, nous qu'a continué 6 mai pour récolter panga, nous péqué choulé. C'est le thème qui sera abordé durant ces 3 jours de congrès. C'est le titre du dispositif d'insertion sociale et professionnelle 2 semaines pour changer ma vie. C'est un programme donc mis en place par la ville de Bémao auprès des jeunes en recherche d'emploi. Ils ont participé aujourd'hui à Bémao à un atelier de relooking. Vous en doutez peut-être, mais l'apparence est primordiale lors d'un entretien d'embauche. Bonjour à tous, si vous êtes à table, bien, bon appétit, restez avec nous, vous êtes là jusqu'à 14h. Je vous l'ai dit, un ZCL qui sera très culturel puisque nous recevons, on va dire, la prêtresse du Gouka guadeloupéen, auteur avec un E à la fin, Technica, et qui théorise beaucoup sur le Gouka. Mais avant ça, première question à Lina Blou, votre actualité comme d'habitude est très chargée. Oui, elle est un petit peu chargée, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. Bon, déjà, il y a la semaine de la danse à l'Estréland, donc c'est intéressant pour la compagnie entre deux de l'école de pouvoir se confronter au public. Et puis, on va initier les gens aux différentes techniques. Donc, c'est toujours intéressant de faire accéder la danse au plus grand nombre. Donc, c'est un lieu quand même où il y a énormément de consommateurs, je dirais. Et ensuite, le dimanche, bon, on a le séminaire et ensuite, je vais partir aux États-Unis. Vous êtes toujours entre 2 avions. Mais pour moi, c'est important parce que c'est la petite Guadeloupe. Oui. Et le fait de théoriser sur le gros cas, sur la technique cas, sur nous, mais ça fait que la Guadeloupe apporte une parole supplémentaire qui devient un petit peu un élément expérimental, même pour les grands territoires, comme juste en février, pendant 3 semaines, j'étais au Niger, où je suis vraiment un partenaire privilégié, parce qu'il y a une filière des arts du spectacle. Et finalement, le travail que j'ai mené de réflexion sur nos pratiques, sur le corps, mais fait sens et prouve en fait qu'il est important d'écrire sur nous-mêmes et d'arrêter d'écrire à partir de l'autre. Donc la petite Guadeloupe finalement devient un petit exemple à partir de la technique. Moi j'aime pas petite. Non, mais je dis petite en termes de territoire, il faut rester logique. Moi je voyage, je veux dire, on ne voit pas la Guadeloupe, on ne la connaît pas. Donc c'est pour ça que je dis petite et je signe vraiment, parce qu'elle est petite, elle est méconnue, elle est inconnue. Donc, vous pensez qu'elle est vraiment inconnue? Ah oui, je l'affirme, hein, c'est effrayant, c'est effrayant. Quand vous êtes à l'étranger, vous dites Guadeloupe, vous dites, oh là, ça y est. Non, c'est vrai, hein, même à Madagascar, quand je suis allée pour la première fois, non, mais c'est une île aussi, même si, voilà. Mais bon, on a quand même la même histoire, elle a été colonisée par la France, donc je me sens proche et ils ne savaient pas. Quelquefois, par exemple, j'étais aux États-Unis, j'avais fait une tournée, malgré qu'il y a eu Marie Scondé, Édouard Glissant, je travaillais avec des chercheurs sur la littérature francophone, mais je me rends compte que c'est la littérature française. La littérature caribéenne n'est pas tant enseignée que ça. Donc on a vraiment un gros travail à faire et je suis très contente de pouvoir être l'ambassadeur. Oui. À ce moment-là, on est vraiment, c'est là que toute la force de l'art et de la culture, parce que quand on est toute seule dans un pays, finalement, qu'on le veuille ou pas, c'est le pays qu'on représente. Hein. À ce moment-là, Guadeloupe devient un pays. Merci de le dire. Alors justement, vous travaillez sur la théorie du Bigidi. Qu'est-ce que c'est? Le Bigidi, c'est d'abord tiré d'une expression populaire que moi j'aime beaucoup, c'est Bigidi mais pas tombé. Et en fait, pour rappeler un petit peu l'histoire, j'ai fait un travail assez conceptuel et didactique sur le corps. Je préfère dire le corps dansant, c'est-à-dire observer comment les gens dansent le Gouka.
Et globalement, j'ai retenu qu'ils sont toujours en déséquilibre permanent. Et ça m'a interpellée. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir trouver des noms au pas, parce que j'ai dit la meilleure transmission pour que ça reste, c'est de nommer. Parce que si c'est pas nommé, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on aime bien dire qu'on est une transmission orale. Et donc, pour traduire la manière de bouger du danseur de l'Eros particulièrement, j'ai trouvé que le mot Bigidi allait bien. C'était juste ça. Ma démarche, elle était purement technique, prouver à l'autre que le gros cas a une technicité. Et puis, subrepticement, au fil de... Quand je transmettais cette manière de faire, et ici, mais surtout à l'étranger, j'ai été surprise de l'impact du mot sur les corps. Même les corps étrangers, je disais aux gens de danser la musicalité du mot Bigidi, et je me rendais compte que les gens faisaient un déséquilibre furtif. Donc ça m'a interpellée, j'ai dit mais il y a une inscription, je ne sais pas moi, humaine quoi, en fait, c'est plus quelque chose de l'ordre du guadeloupéen. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est à partir du moment que j'ai commencé à émettre l'hypothèse que le bigidi dansant correspond bien au bigidi sociétal. Et là, comme je le disais juste avant qu'on commence l'interview, quand je rencontre les gens, ils ne m'appellent plus les Nablous, c'est « Oi, Bigidi ». C'est-à-dire ils font le geste et ils disent le mot. Et puis, je rencontre les gens dans la rue, toute espèce de personnes de Guadeloupe, c'est qu'ils me disent « Waouh, Bigidi là, ah ouais, c'est nous-mêmes ». Et quand j'essaye de les pousser pour dire « Mais pourquoi ça te paraît bien ?» Ah non, mais c'est nous. Mais nous Bigidi, mais ils ne peuvent pas dire plus. Et c'est pour ça, j'ai besoin de comprendre, du point de vue anthropologique, sociologique, pourquoi ça fait sens. C'est comme si, j'ai l'impression, je ne vais pas généraliser, mais j'ai l'impression, c'est comme si enfin on a trouvé un mot qui identifie comment l'être guadeloupéen se sent intimement à l'intérieur. Voilà, c'est là où j'en suis. Juste un mot avant que Jessie continue. Quand vous êtes à l'extérieur de la Guadeloupe, à l'étranger, comment est perçu le bigidi ou la danse, même le gros cas, d'une manière générale, que vous charriez avec vous? Mais ce qui est intéressant, c'est que le gros cas de Guadeloupe et donc le bigidi interpelle parce qu'on n'a jamais vu ça. Du point de vue esthétique, quand je dis esthétique, la manière de bouger ce corps-là, et je me rappellerai toujours la première fois que j'avais été en Afrique, je parle de l'Afrique parce que c'est nos racines, et puis c'est l'origine, mais surtout on a aussi un mythe par rapport à l'Afrique, c'est-à-dire il y a une lignée, l'identité est claire, au niveau des danses, des tambours, en fait c'est le lieu même chargé. Et quand j'avais fait mon atelier, donc on était 50, et j'étais la seule nous étions une d'Haïti et moi de la Guadeloupe qui représentait la Caraïbe. Et donc quand j'ai fini, celle qui nous avait invité, qui est une très grande dame de la danse, Germaine Akoni, que tout le monde connaît sur le continent africain, elle m'a dit mais c'est pas possible, ta danse représente toutes les danses du monde. Et elle n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire, à tous les coups, que ce soit au niveau des spectacles ou quand je fais des masterclass, ça interpelle, mais surtout ce qui est intéressant, c'est comme si les gens s'approprient le bigidi. C'est comme si le bigidi, parce que même si moi je sais que ça vient de ma danse Gros-Cas, mais ils comprennent instinctivement, intuitivement, et ils se l'approprient avec leur propre déséquilibre personnel du point de vue affectif ou professionnel. Et c'est pour ça que je trouve que ce mot-là, il est joli déjà, et je suis toujours surprise quand on apprend une langue, on peut buter sur le mot, mais personne ne va dire bigidi. Tout le monde dit bigidi. Et ce qui est extraordinaire, quand j'ai fini mon masterclass, qu'après on se retrouve, c'est un mot qui est tout de suite intégré. C'est-à-dire quand les gens du pays qui m'ont invité me rencontrent, les étudiants ou les danseurs, pareil, comme en Guadeloupe, c'est bigidi, ils font le geste. Et ça, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça fait sens pour l'humanité, en fait. Voilà. Alors, comment on arrive à apporter une définition scientifique de ce mot-là? Quelle sera votre démarche? Mais c'est pour ça que je suis chercheuse. C'est pour ça que j'ai repris mes études, je dirais. Et c'est pour ça que j'invite la population à venir dimanche, 13 mars, au CREPS, pour le regard croisé. C'est-à-dire, je fais un séminaire où
où en fait j'ai beaucoup réfléchi sur le corps qui bouge, qui danse. Et là, j'invite d'autres champs disciplinaires, c'est-à-dire Hélène Migerel qui est au niveau de la psychanalyse, Pierre-Yves Chicot pour la politique, pardon, Raymond Otto au niveau sociologique, anthropologique, pardon, Franck Garin pour la sociologie, que je n'oublie personne. Au niveau de l'histoire, Jean-Pierre Sainton, et aussi un musicologue, docteur en musicologie, Étienne Jean-Baptiste, où je l'interpelle aussi, est-ce que le Bigidi existe, voilà, du point de vue du ballet et du corps sociétal. Donc je leur demande en fait de jouer le jeu, c'est-à-dire de convoquer le concept du Bigidi dans leur champ disciplinaire. Donc je suis vraiment très curieuse de savoir qu'est-ce qui va être dit. Est-ce qu'il y a, parce que déjà avec Éric Nabajot, on en avait discuté, je l'avais entendu, il parlait du Bigidi, enfin il n'avait pas employé le terme Bigidi, mais il parlait de la politique du dedans et du dehors, comme s'il y a une forme d'entre-deux, voilà. Donc, et je pense que c'est important parce que de manière générale, du point de vue du noir et surtout du point de vue du caribéen, amusez-vous à chercher simplement sur Internet en termes philosophiques, en termes de concepts, en termes d'écrits, de pensée, de comment se pense l'être. Il y a très peu de choses, pour ne pas dire rien. On accorde deux grands concepts qu'on peut dans l'histoire, c'est la négritude et la créolité, avec Édouard Glissant en l'occurrence. Donc il y aura désormais le Bigidi. Mais je le souhaite. Il y aura une philosophie, le bigidisme. Je le souhaite, oui, pourquoi pas, parce que en fait... on n'a pas encore donné de résolution, c'est-à-dire on émet des hypothèses en disant, voilà, c'est de l'ordre de la diversité, du métissage, en fait c'est quelque chose de, voilà, un peu de tout, voilà. Mais il n'y a pas de résolution, c'est-à-dire tant qu'on n'explique pas à nous l'intérêt de notre existence au monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, on va toujours avoir et porter des complexes, parce que je crois que chacun d'entre nous portons le complexe d'avoir été, d'être né de l'histoire esclavagiste. Je crois que ça c'est en nous. On a le complexe de ne pas être indépendant par rapport à nos frères et sœurs de la Caraïbe, on a le complexe d'être petit en termes de territoire par rapport à la Guyane qui est aussi française, mais on va dire la Guyane a de l'or. En fait, nous aussi, dans les petites Antilles, on porte et on multiplie les complexes. Donc je pense que c'est très important d'écrire sur nous et de dire que ça a du sens. Pas d'excuser. Pas d'excuser, parce que le Bigidi aussi peut être quelque chose, je pense, de l'ordre très négatif, c'est-à-dire, parce que quand je regarde la Guadeloupe, que ce soit en termes d'événements, un festival secret, parce qu'un festival c'est un terme qui a du sens, mais c'est une fois. On est toujours dans une rupture permanente, même dans nos éclosions de révolution. Oui. C'est porté au firmament, et puis ça retombe et la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Nous avons une capacité de l'oubli aussi, et donc j'aime beaucoup quand Albert Flagey dit qu'on est dans la culture de l'ellipse, c'est quelque chose qui se crée, qui arrive au culminant, et puis ça retombe et on recommence. Et quand je regarde la danse roca, parce que j'ai envie aussi d'interpeller l'université, les chercheurs qui n'utilisent pas assez la danse comme objet scientifique de recherche. On trouve beaucoup de docteurs en musicologie, en ethnologie. Moi, pour reprendre mes études, je rentre dans aucun cadre. La danse n'est pas convoquée, même sur le plan des universités françaises. On a la chance au Canada et un petit peu aux États-Unis. Et c'est aussi, au-delà de défendre l'esthétique de la danse roca, au-delà de défendre, j'ai envie de dire en termes conceptuels, de penser la Guadeloupe, mais aussi c'est de défendre mon art pour dire sur le plan de la recherche qu'il faut absolument utiliser la danse comme élément d'analyse d'une société, de comprendre, parce que quand le corps danse, il raconte des choses. Et il faut savoir que, par exemple, un pas, et je vais arrêter là, un pas qui m'interpelle, c'est quand on le voit dans la danse roca où on avance en piétinant. Ben, si on observe, ce pas-là existe pratiquement dans toutes les danses de la Caraïbe. Alors j'ai envie de dire pourquoi le corps caribéen a sauvegardé ce pas-là. Alors justement, j'allais vous poser la question. La réponse, Léna, est-ce que dans les autres danses caribéennes, vous
percevez le Bigidi. Oui, 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 oui. Oui, et ça, parce que l'objectif, si Dieu me prête vie, parce que le travail de recherche, il est long, surtout quand on est seul, hein, parce qu'il faut voyager, il faut avoir des moyens pour aller dans les pays, rester, etc. Il faut avoir du matériel, donc tout cela, je le fais avec très peu de moyens, donc ce sera long. Mais quand je regarde, je suis tombée, par exemple, j'étais en Haïti à un festival, j'ai vu Belize danser, la manière de jouer, la manière de danser, pour moi c'était du gros cas. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo de la bomba, mais des années 50, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant de voir dans les années 50, pas actuel, parce que comme pour nous, ça s'est modernisé aussi, mais c'est effrayant quand on voit la Colombia de Cuba, mais le jeu de jambes, c'est-à-dire la mobilité des jambes, le travail sur les talons, et puis les espèces de feintes, d'esquives, c'est évident. Même à Saint-Domingue, dans les danses afro de Santo Domingo, bon, le Bigidi, il est un petit peu plus rallongé, c'est-à-dire un peu des feintes, alors que nous, c'est très très rapide, ça change tout le temps, mais je crois que ça peut être considéré, c'est encore une hypothèse, parce qu'il faut faire une démarche très scientifique, que ça va être un dénominateur commun de la danse caraïbe, et je pense que l'histoire va donner les réponses, hein, parce qu'on est né d'une rupture malgré tout, hein, et d'un chaos. Vous avez dit tout à l'heure que la danse a encore peu d'importance dans le milieu universitaire, même à l'école. On trouve que on a de la musique, effectivement, mais on n'a pas de danse. Est-ce que c'est pas dû au fait que la danse est un milieu plus féminisé? Non, non, c'est pas du tout là où ça se situe, parce que lorsqu'on analyse la danse vraiment sur le plan international, hier je lisais un article sur plusieurs chorégraphes français, hein, donc de très grandes personnalités reconnues en France, qui posaient la question et qui soulevaient que la danse est encore un art mineur par rapport à la musique. C'est-à-dire, si on respecte les lois françaises, un musicien est payé beaucoup plus cher qu'un danseur. Si on regarde les théâtres qui sont consacrés à la danse en France reçoivent du théâtre, mais les théâtres qui sont spécialisés pour le théâtre ne reçoivent pas des spectacles de danse. Donc quand on rentre à l'intérieur même du corpus, je regarde le Conservatoire national de Paris, qui est une des écoles prestigieuses, le département de danse est beaucoup plus restreint en termes d'infrastructure que le département musique. Donc si on soulève un petit peu les différentes couches, c'est pas du tout lié à ça. La danse parce que je le comprends, c'est-à-dire la musique, il y a déjà un support qui reste. Hein, on peut réentendre une musique qui existe depuis des siècles. La danse, elle est fugace. Hein. Heureusement qu'on a la nouvelle technologie qui préserve un peu. Donc lorsqu'on voit un spectacle de danse, après c'est terminé. Une œuvre picturale, c'est pour ça qu'au niveau, si on revient à l'université et autres, on peut toujours étudier l'art. Quand on parle de l'art, finalement, c'est d'abord l'architecture, ensuite l'art pictural. C'est pas la danse, et en second lieu, la musique. Parce que l'œuvre, elle est là, physiquement, elle est là, on peut comparer, on peut analyser. La danse, c'est difficile. Donc, il y a vraiment un travail, nous danseurs, c'est pour ça que c'est important, j'interpelle aussi, surtout pour nos sociétés où il n'y a rien d'écrit, j'ai envie de dire que comment je pourrais expliquer, insister sur le fait que les artistes caribéens, pas seulement guadeloupéens, se doivent et sont obligés d'être chercheurs. Parce qu'il y a personne qui vont écrire sur nous. Nous n'avons pas de critique d'art, nous n'avons pas d'historien de la danse, nous n'avons pas de philosophe. Qui est-ce de sociologue de la danse, par exemple. Qui est-ce qui peut, j'ai jamais encore pu trouver quelqu'un qui pourrait écrire sur ma pratique, porter une critique pour dire, comparer entre combien de techniques, par exemple, faire un travail d'éléments d'analyse comparative entre la technique de Nam, c'est la première américaine qui a inventé une technique de danse qui donne naissance au jazz, et elle est venue dans la Caraïbe. Ça, c'est important, donc ça veut dire les Caribéens apportés au jazz. Mais faire une analyse, parce que ce sont les deux techniques actuellement qui existent finalement. Faire une analyse entre une technique qui a été inventée dans les années 30 et une technique qui a été inventée dans les années 90. Voilà.
Voilà, on a énormément, et vraiment j'interpelle sur ceux qui ont fait des études spécialisées pour ça. Alors, est-ce que on peut dire, alors j'ai posé la question pour la Caraïbe, vous m'avez dit qu'effectivement on retrouve des traces du Bigidi dans la Caraïbe et dans l'Afrique. Mais dans l'Afrique, moi je pense que de toute façon, ce Bigidi qui est en fait une capacité d'improviser, quand on regarde bien, c'est-à-dire le geste se crée sur l'instant avec cette relation avec le tambourinaire et qui fait que cette interaction crée à nouveau la danse. Je crois que ça, c'est les racines africaines. Ça, on le retrouve dans le jazz. Voilà. Quand on voit, quel que soit le pays, je mets un bémol pour le Niger parce que je découvre ce pays et j'ai envie de dire quand on a tendance à formaliser et uniformiser l'Afrique, l'Afrique en termes de danse, des choses un peu vivaces, dynamiques, qui bougent, ben, le Niger oppose complètement ça. C'est une danse très très calme, je dirais, très noble, en ligne, où ça saute pas, ça bouge pas, c'est autre chose. Donc c'est intéressant de montrer que l'Afrique peut avoir une diversité, ne pas tout mettre dans une seule poubelle. Alors avant de se quitter, donc on rappelle donc ce séminaire, on peut appeler ça un séminaire? Oui, c'est un séminaire. C'est un temps de partage où la particularité, on va entendre des intervenants, comme je les ai nommés avec le modérateur Harry Boussillon qui va permettre la gestion. Donc durant la journée, on va entendre les gens. Il y aura chaque fois un temps de pause après 3 intervenants pour que le public émette aussi, parce que ça, je tiens à entendre aussi la parole populaire, qu'elle circule. Et puis l'après-midi, ce sera plus de manière informelle pour échanger entre nous et puis que moi, je note tout ça pour pouvoir analyser par la suite. Donc ça veut dire qu'il y aura un ouvrage après? Là, l'ouvrage qui va être fait, c'est la nouvelle édition du livre Technica qui va inclure le concept du Bigidi, puisque le premier ne l'avait pas. Et puis, entre-temps, j'ai avancé aussi sur la Technica. Mais je voudrais d'abord faire un autre séminaire, mais en conviant les artistes à réfléchir, est-ce que la manière, dans leur pratique artistique, par exemple, photographe, moi j'ai remarqué, il y a toujours un déséquilibre. Le personnage principal est toujours plus petit, par exemple. Il y a des tas de choses comme ça. Inciter, nous pousser à réfléchir, à avoir de la distance sur nos pratiques. Si on ne le fait pas, je ne sais pas qui va le faire pour nous. Rendez-vous dimanche à quelle heure? Dimanche 9h au Krebs. C'est toute la journée, donc j'espère que les gens pourront venir et je pense que ça va être intéressant. Alors, juste pour la réflexion. C'est gratuit, donc voilà. Juste pour la réflexion, alors, j'étais en train de dire, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudra pas un jour réfléchir sur Masco, Bigidi et Cascode? Et Cascode, absolument. Et Cascode. Ah oui, ah oui. Voilà. En tout cas, merci. Merci en tout cas, Léna, d'être venue et puis j'entends ça. Donc, je laisse au téléphone parce que tout le monde ne connaît pas Léna Blue, il ne faut pas croire. Donc, non, mais c'est vrai. Moi, je regarde des canaux de connaître Léna Blue. Mais j'espère. Bah non, faut que j'avienne là. Mais je rencontre des gens qui me. Hier encore, ça m'est arrivé. La dame me dit, vous êtes connue, parce qu'elle a vu 2-3 personnes. Je dis, oui, je crois un petit peu. Elle me dit, comment vous appelez Léna Blue? Ah non, je ne vous connais pas. Je dis, c'est pas grave. C'est en Guadeloupe? Oui. Bon, bref. D'accord. Donc je laisse le téléphone de l'école de danse 05 90 82 99 63 pour que les gens appellent pour qu'on sache quand même combien de personnes qui seront alors, est-ce que Léna, d'ici quelque temps, vous reviendrez pour nous faire un débriefing sur ce qui a été dit? Mais si vous m'invitez, avec grand plaisir. L'invitation est lancée. D'accord. Bien sûr. Alors, il est 13h, on remercie, pratiquement 13h, on remercie Léna pour... Non pas Bigidi, là, hein. Je reste au doigt. Racontez tout. Pour son Bigidi, en tout cas, son rendez-vous donc dimanche matin au Krebs et puis à son école, bien sûr, 82, 99, 53. 63, pardon. Et donc, on continue. La page de pub, tout de suite après, on reçoit un autre artiste d'un autre genre, on va Sika Bigidi, Claude Danican, pour de la poésie. Il fait un festival de poésie. On va savoir Sika Bigidi, on va lui poser la question tout à l'heure. Et bien sûr, l'actu avec Jessie qui est là.
Il est 13h04 et on poursuit avec le développement de l'actualité. Après la journée internationale des femmes, c'est la journée nationale de l'audition qui prend place. L'omniprésence sonore pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives et autres pathologies de l'oreille auprès de la population. 12 à 15% de la population française serait affectée par les troubles de l'audition et l'OMS estime que 16% de la population mondiale souffrirait de problèmes d'audition. Il est nécessaire de développer les bonnes pratiques de santé auditive, surtout chez les jeunes, qui dans une enquête indiquent que le bruit est un élément rassurant et que son absence les inquiète. Le service d'otorhinolaryngite du CHU de Pointe-à-Pitre a donc organisé aujourd'hui une journée de prévention et de dépistage dans le hall d'accueil du CHU autour du thème « Les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé ». Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. 30 ans de combat, on va continuer à estimer et nous pouvons chouler. Là, nous disons nous pouvons chouler, ça veut dire que nous pouvons estimer là dans le pays, là, effectivement, on a une série politique en pays Guadeloupe, mais qui ne peut pas prendre des décisions, qui ont un problème de l'homme, pour aller même pour Mazodi. Nous avons travaillé aussi, qui a souffert énormément dans les collectivités. Donc, là, nous ne pouvons pas attendre encore, nous décider à justement, à partir de congrès là, et thème à congrès nous là, il faut nous avancer sur nous. On ne peut pas dire directement, mais là où on ne peut pas reculer, ça veut dire qu'on peut avancer. Alors, nous ne pouvons pas attendre encore. Donc, nous avons saisi pendant 3 jours, nous avons réfléchi, nous avons fait bilan, nous avons jeté ça qui n'est pas bon, et nous avons redémarré des nouvelles bases. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui dans le pays, les travailleurs qui ont une bonne volonté, soit ils ont harcelé, soit ils ont une bonne de carrière, ils n'ont pas avancé. Et chaque mai, des fois, on peut rappeler encore, nous faisons 10 ans de grève à DIE, parce que mais DIE va uniquement appliquer le droit. Alors, nous ne pouvons pas rester comme ça. Donc, c'est pour ça que nous avons construit nous là, et nous allons continuer et démontrer justement qu'un pays Guadeloupe, et surtout singulièrement dans les collectivités, nous avons une capacité et nous sommes capables de répondre. Nous travaillons plutôt si la loi nous traite et la loi nous amène, puisque nous plutôt directement dedans. Mais en fait, nous avons bien compris aussi que les changements de statut, c'est qu'il y a besoin de mettre le code du travail dans la fonction publique. Et donc, nous ne pouvons pas parler des lois là directement, mais nous faisons principe rapidement et nous virer un séminaire pour nous détailler effectivement toutes ces lois là, ça de façon à ce qu'elles ne pas pris, puisque ces lois là, ça nous a dit tout le temps, pour nous qui ont un intérêt à travailler. À travailler, mais aussi des syndicats. À travailler et surtout syndicats aussi, bien entendu, parce qu'ils sont en train de casser tous les avantages. Tout ça, nous tenons, ils sont en train de prendre. Nous avons la loi Macron, nous avons toutes ces lois-là. C'est tout ça nous gagné depuis longtemps, dont nous 30 ans, mais c'est ça qui était avant nous encore. Et aujourd'hui, là, l'État français mêlé parce que l'Europe a mis pression sur eux, justement. Ils ont pris à don les taux. Et celles gens qui ont envoyé au sortir, c'est presser les travailleurs, prendre les avantages que nous avons. Et donc, nous ne pouvons pas accepter ça comme ça. On va dire, OK, donc il faut nous préparer justement et pour nous rebondir. Donc vous l'avez compris, ce n'était pas la journée nationale de l'audition qui a été traitée dans ce sujet, c'était le 5e congrès de l'UTC UGTG. On va revenir dessus après. Aujourd'hui, on reçoit donc Claude Danican qui va venir nous présenter donc le festival de poésie. C'est ça, Danican. Claude Danican qui est journaliste dans la radio d'État, mais qui est aussi et surtout poète. Enfin, je le connais d'abord comme poète. Bonjour Claude. Bonjour Danic. Et donc, un festival de la poésie. C'est inédit ça en Guadeloupe. Inédit, mais qui en est quand même. Il y avait les jeux floraux, mais maintenant c'est un festival. Oui, mais il n'y a pas de corrélation, je peux dire. Mais enfin, on en est quand même à la 6e édition. Hein. Oui. Donc, j'ai l'habitude d'être reçu parfois. Oui, cette année, ça a pris quand même un peu d'ampleur. Oui, ça a pris une nouvelle dynamique. Oui. C'est vrai, dès la première édition, nous avons tout de suite donné la signature. Hein. C'est nous tourner vers la Caraïbe. Et nous en sommes aussi toujours dans cette couleur-là, même si cette année, le thème central, c'est la diaspora envers et en diverses cités. Oui. Parce que nous considérons... Alors, cité comme cité, comme la ville. Comme la ville. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Oui. Dans sa diversité ou en diverses cités, c'est un jeu de mots pour dire que nous avons aussi des Guadeloupéens qui vivent à l'extérieur et qui sont aussi qui ont leur part contributive dans la création poétique. Et nous avons voulu simplement les mettre en avant et montrer un peu ce qu'ils peuvent produire comme art poétique. Voilà. Mais comment se porte la poésie guadeloupéenne d'une manière générale? Vous savez, je vous pose la question. Pourquoi il y a moins d'une semaine, on célébrait, on honorait Ernest Pépin, écrivain, mais d'abord poète. D'abord, je dirais essentiellement poète. Essentiellement poète. Et puis on a eu plein de poètes en Guadeloupe. Mais j'ai comme l'impression que la poésie, je n'ai pas envie de dire sur le parent pauvre de la littérature, mais il casse comme ça.
Je dirais que c'est un art majeur, mais qui est encore traité comme mineur. Oui. Bon, maintenant, il y a eu plusieurs cycles, je dirais. Je dirais nous sommes dans un nouveau cycle où ça repart. Oui, parce que vous avez évoqué les jeux floraux, c'était un passage obligé à une époque. Aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Nous avons eu la GAP, l'Association Guadeloupéenne des Amis de la Poésie. Aujourd'hui, avec le réseau poétique que il y a le temps des poètes aussi. Le temps des poètes aussi, mais tout ça c'est dans le même zèle, puisque nous sommes dans la dynamique des temps de poètes. Donc je dis qu'avec le réseau poétique que je préside et l'alliage dynamique que j'ai créé aussi autour de la poésie, il y a une vie poétique. Mais il y a d'autres manifestations, et je ne vais peut-être pas les citer, mais enfin, il y a, ne serait-ce que pendant cette période-là, pas mal au Gosier, à Petit-Beau, partout, ça vit. Ouais. Ça foisonne, ça bouillonne, et c'est tant mieux pour la poésie. On a besoin, je crois, de poésie dans ce pays-là. Est-ce que vous pouvez rappeler les missions de votre association? Alors, c'est valoriser essentiellement, valoriser, développer, diffuser l'art poétique, et nous l'avons fait depuis 2001, la création de l'association, à travers des manifestations du genre, des festivals, également des éditions. Nous avons aussi publié des anthologies, des livres où nous permettons à des poètes en herbe de se faire connaître. Et nous faisons des déjeuners, des rencontres, des débats. Enfin, nous faisons vivre la poésie. Alors justement, peut-être pour combattre, on va dire, cette image, on va dire, de la poésie qui perd un peu son intérêt par rapport aux autres thèmes de littérature, quelles sont les actions que vous faites auprès des jeunes? Alors nous avons, bien évidemment, des séances d'initiation à l'art poétique, des ateliers d'écriture, nous faisons des concours pour un peu évaluer que tout à chacun puisse suivre ces évolutions. Nous travaillons aussi en lien avec les écoles. Nous étions justement ce matin dans la journée que vous avez évoquée au niveau de l'édition, où nous avons rencontré des enfants malades à l'hôpital. Donc nous avons notre part contributive dans l'éveil poétique, et il y a en tout cas le slam. Souvent on a dit, est-ce que c'est de la poésie, est-ce qu'ils sont concurrence? Enfin, je veux dire que c'est un petit peu, ce sont des frères ou des cousins, et la poésie a su à un moment profiter de la dynamique du slam, même si je considère que la poésie a un côté beaucoup plus noble. Pour répondre à votre question, il y a effectivement à tenir toujours en éveil la flamme poétique, et nous y contribuons à notre façon. D'une manière générale, la poésie se vend. Je vous pose la question parce que j'ai la réponse d'un autre poète et j'attends la vôtre pour vous dire ce que disait l'autre poète. En plus, ça veut dire, même si tu es une sécurité sociale, on va pas forcément faire comme métier. Non, si on veut s'enrichir, c'est certainement pas la poésie. Non. On a même du mal, puisque de plus en plus d'ailleurs, la poésie a du mal à s'éditer. On le fait en auto-édition. Oui. On investit ses propres deniers parce qu'on aime ça, parce que c'est une passion. Mais il y a quand même un public grandissant, et ça nous encourage à continuer à poursuivre, même si les gens n'achètent pas, même si les gens ne participent pas aux grandes opérations, grandes manifestations, mais les gens lisent, écoutent la poésie, et ça c'est tant mieux. Je dis écoute parce que vous avez sorti un disque, un CD qui s'est bien vendu quand même. Oui, ça pour là nous payons plein de nous, ça ou manger. Et alors pour revenir à ce que disait un autre poète, c'est Max Ripon, il dit un livre avec Avon. Oui, c'est. Il avec Avon, il dit s'il n'y a pas de Avon, j'aurais déjà arrêté. Ouais. Donc, il y a un marché quand même, progressivement. Il y a un mouvement. Marché, je peux parler de marché. Il y a un mouvement, oui, il y a un frémissement. Et puis ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont du talent et ça se vend un peu moins pour d'autres. Mais le véritable marché, je ne pense pas, je ne crois pas. Mais il y a des gens intéressés. Il y a un mouvement. Mais le marché, à mon avis, c'est un grand mot. Il faut le mesurer. Oui. Alors, comment va se dérouler le festival? Alors, il faut dire que nous commençons demain vendredi, la cérémonie d'ouverture va se faire aux Abîmes comme depuis le début. Nous avons un partenariat fort avec la ville des Abîmes. Nous serons samedi à Trois-Rivières, et ça jusqu'au 20, nous aurons des manifestations. Nous serons à Marguerite le 18, et nous avons aussi, grâce à un partenariat de certaines institutions, de municipalités des villes, et c'est un peu grâce à ça aussi, à l'encouragement de tout un chacun, que nous arrivons jusque-là à maintenir le festival. Alors ça sera de la poésie un
peu plus en langue française ou créole? Française, créole, je dirais même caribéenne, puisque nous avons un certain nombre d'invités, des gens d'ailleurs et des gens aussi de chez nous. Nous avons deux qui arrivent aujourd'hui, un Haïtien, Marc-Andy Simon, ainsi qu'un Canadien, Maïgan Lepage. Nous avons un Guadeloupéen qui vit à Mulhouse, Mornalien, Coco, qui arrive aussi l'après-midi. Et les autres arrivent demain. Et 5 au total. Nous aurons Joël Jordine, nous aurons Nicole Cage de la Martinique. Nous aurons aussi une Guadeloupéenne qui vit en Italie, Madame Nobin. Et donc nous aurons aux côtés de ces poètes, des gens aussi d'ici, des poètes et des artistes d'ici aussi qui participeront à cette belle fête. À bout pour point comme ça, Claude, si je vous demande de citer pour les gens qui nous regardent au moins 3 poètes guadeloupéens en dehors de vous qui valent le coup d'être lus ou relus. Peut-être certains sont morts, je ne sais pas. C'est un peu difficile. Vous avez cité un que j'aime beaucoup, c'est Pépin, je considère comme le meilleur. Il y a Florette Morand, bon, qu'on ne connaît pas assez. Qu'on connaît peut-être pas suffisamment, mais qui c'est mon allo comme moi. Et puis nous Madame Camille beaucoup, mais en tout cas ça c'est personnel, poésie c'est Marie Danché d'ailleurs qui est aussi dans Marie-Louise Danché qui aussi a dans le festival là ça. Donc au mandat pour un bar 3 et on veut pas attraper train pour monde puisque non, c'est même pas pour ça parce que ça non pas promettre moi ça. Mais préférence moi c'est plus pas ça reste bien et on a niveau, parce que bon t'es une guitariste bien sûr. Nous pas parler de plus contemporaine. Le monde contemporain, ça est jamais mort. En tout cas, rendez-vous donc demain. Oui, demain c'est à 19h à la place Frédéric Jalton aux Abîmes. J'aurais déclamé. Oui, nous avons déclamé, qu'il y a une poésie, qu'il y a une musique, qu'il y a une belle bite, puisque nous accompagnons aussi par les musiciens. Les derniers bitins qui sont tout fruits, puis pas aussi. Un bitins tout fruits, mais quand laisser la primeur. Les bitins qui se diffèrent. Les journalistes pas bien bon, les journalistes. Les bitins se diffèrent. Merci en tout cas, Claude. C'est moi. Et puis aux gens qui sont intéressés par la poésie, il y en a beaucoup. Et osons la poésie, n'hésitez pas, venez, c'est une belle chose. Osons la poésie. Nous allons respirer dans... Festival divers cités. Et c'est cité des amis. Mais pour l'instant, mais il y a pas revient. Voilà. Merci, il est exactement 13h17. On retourne à l'info, qui n'est pas poétique toujours, mais enfin, c'est une politique de l'information et c'est ici. Bon, on va revenir du coup sur le 5e congrès de l'UTC-UGTG. Donc les 10, 11 et 12 mars, l'UTC-UGTG tiendra son 5e congrès à la médiathèque du Lamentin de 1986 à 2016. 30 l'année combat, nous a continué 6 mai pour récolter Pangan ou Peketchoulé. C'est le thème qui sera abordé durant ces 3 jours de congrès. 3 jours pour aborder également les différentes lois qui précarisent les salariés, les syndicats et le territoire guadeloupéen. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. 30 ans de combat, on va continuer à estimer et nous pouvons chouler. Là, nous disons nous pouvons chouler, ça veut dire que nous pouvons estimer là dans le pays, là, effectivement, on a une série politique en pays Guadeloupe, mais qui ne peut pas prendre des décisions, qui ont un problème de l'homme, comme Alémium, comme Azodi. Nous travaillons aussi, qui a souffert énormément dans les collectivités. Donc, là, nous ne pouvons pas attendre encore, nous décider à justement, à partir de congrès là, et le thème à congrès nous là, il faut nous avancer sur nous. On ne peut pas dire directement, mais là où on ne peut pas reculer, ça veut dire qu'on peut avancer. Alors, nous ne pouvons pas attendre encore. Donc, nous avons saisi pendant 3 jours, nous avons réfléchi, nous avons fait bilan, nous avons jeté ça qui n'est pas bon, et nous avons redémarré des nouvelles bases. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui la loi d'un pays, de travailler avec une bonne volonté, soit ils ont harcelé, soit une bonne de carrière n'a pas avancé. Et chaque mai, des fois, on peut rappeler encore, nous faisons 10 ans de grève à DIE, parce que MDI n'a pas uniquement appliquer le droit. Alors, nous ne pouvons pas rester comme ça. Donc, c'est pour ça que nous avons construit nous là, et nous allons continuer et démontrer justement qu'un pays Guadeloupe, et surtout singulièrement dans les collectivités, nous avons une capacité et nous sommes capables de répondre. Nous travaillons plutôt si la loi nous traite et la loi s'amène, puisque nous plutôt directement dedans. Mais en fait, nous avons bien compris aussi que les changements de statut, c'est qu'il y a besoin de mettre le code du travail dans la fonction publique. Et donc, nous ne pouvons pas parler des lois là directement, mais nous faisons un principe rapidement et nous virer un séminaire pour nous détailler effectivement toutes ces lois là, ça de façon à ce qu'elles ne pas pris, puisque ces lois là, ça nous a dit tout le temps, qu'il y a un intérêt à travailler.
À travailleurs, mais aussi des syndicats. À travailleurs et surtout syndicats, aussi bien entendu, parce qu'ils sont en train de casser tous les avantages. Tout ça, nous tenons, ils sont en train de prendre. Nous avons la loi Macron, nous avons toutes ces lois-là. C'est tout ça nous gagnons depuis longtemps, dans nous 30 ans, mais c'est ça qui était avant nous encore. Et aujourd'hui, là, l'État français m'aide parce que l'Europe a mis pression sur eux, justement. Et ils ont pris à don les taux. Et celles gens qui ont envoyé au sortir, c'est presser les travailleurs, prendre les avantages que nous avons. Et donc, nous ne pouvons pas accepter ça comme ça. On va dire, OK, donc il faut nous préparer justement et pour nous rebondir. Et comme je vous l'ai annoncé précédemment, après la Journée internationale de la femme, c'est la Journée nationale de l'audition qui prend place. L'omniprésence sonore pourrait effectivement expliquer le développement précoce des déficiences auditives et autres pathologies de l'oreille auprès de la population. 12 à 15% de la population française serait affectée par les troubles de l'audition et l'OMS estime que 16% de la population mondiale souffrirait de problèmes auditifs. Il est nécessaire de développer les bonnes pratiques donc de santé auditive, surtout chez les jeunes qui, dans une enquête, indiquent que le bruit est un élément rassurant et que son absence les inquiète. Le service donc d'otorhinolaryngite du CHU de Pointe-à-Pitre a donc organisé aujourd'hui une journée de prévention et de dépistage dans le hall du CHU autour du thème les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé. Reportage tout de suite avec Nicolas Tchi et Sarah Rinaldo. C'est la 19e journée nationale de l'audition. Donc nous, on participe chaque année à cette journée. Donc c'est une journée où tous les professionnels de l'audition se mobilisent pour sensibiliser le grand public à tout ce qui est prévention, précaution au niveau de l'audition. Et effectivement, c'est l'occasion aussi de faire du dépistage auditif. Donc voilà, de savoir où on en est au niveau de son audition. Les JNA ont fait une étude sur plus de 1000 individus pour savoir un petit peu leur ressenti par rapport à l'audition. Et la majorité des gens se rendent compte qu'il y a une gêne au niveau du bruit, des bruits forts. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart des personnes ne se protègent pas. Donc c'est effectivement, dès qu'on ressent un son trop fort, penser à la prévention, donc aux bouchons anti-bruit, à s'éloigner des enceintes, etc. Mais c'est vrai que peu de gens prennent ces précautions qui sont indispensables pour maintenir. Et hier après-midi se déroulait le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne qui a profité de cette rencontre pour lancer le nouveau site web de la ville. Sainte-Anne est dorénavant dotée d'un site internet plus épuré et rajeuni afin de refléter le nouveau visage de la ville. C'est également un outil qui permet de s'adapter aux nouveaux modes de vie des usagers qui utilisent au quotidien les réseaux sociaux et leurs smartphones. Un bon moyen pour être au plus proche des citoyens. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. Nous voulons absolument avoir une collectivité qui soit à la pointe du numérique. On a pris du temps avec le prestataire de service parce que nous avons vraiment voulu que ce soit un site qui soit évolutif et qui réponde surtout aux dernières technologies. Et je crois que nous pouvons être fiers. Je voudrais évidemment féliciter l'entreprise qui nous a accompagnés, mais aussi l'ensemble de nos collaborateurs, élus et fonctionnaires qui ont permis d'avoir un site qui soit ergonomique, qui réponde vraiment au monde du numérique et qui réponde aux nouveaux outils tels que les smartphones, et les téléphones. Mais aussi, nous voulons faire en sorte que l'administré, de plus en plus, puisse être en contact avec notre collectivité à travers le numérique et qu'on puisse rendre un certain nombre de services, notamment, on a vu les actes d'état civil, il y aura des paiements en ligne. Donc voilà, c'est pour vraiment faciliter l'usager dans ses démarches vis-à-vis de la collectivité, mais aussi avoir le maximum d'informations. Donc c'est un site qui vient en plus de En Blanc Désir, notre journal, qui est d'ailleurs sur le site, du Saint-Annais, qui est la newsletter, mais aussi en plus des réseaux sociaux qui sont déjà très actifs. Ce site, premièrement, fait appel à toutes les nouvelles technologies pour un site internet. Typiquement, il est adaptatif, ça veut dire qu'il s'adapte aux différents écrans, donc téléphone portable, tablette ou ordinateur. En plus de ça, il permet donc aux administrés d'accéder à un portail d'e-administration pour faire leur demande d'acte d'état civil, permet aux services de communication de pouvoir générer des formulaires pour pouvoir demander des informations aux administrés. Donc typiquement, des formulaires de sondage et ce genre de choses. Il se connecte aussi directement à la chaîne YouTube de la ville pour remonter de la vidéo
pour pouvoir garder le lien avec leurs et en même temps permettre le lien vers les différents réseaux sociaux. Et donc il est 13h24, on se retrouve juste après la pub pour le développement de l'actualité. Voilà, il est 13h28 dans le ZCL de ce jeudi 10 mars. Et je vous rappelle, si vous ne le saviez pas encore, mais vous le savez, que tous les vendredis désormais, c'est dans la presse. C'est la revue de presse avec Jessie, bien sûr, avec nos invités Jean-Claude Rode du journal Progrès Social, mais aussi Jacques Dancal du journal Nouvelle Semaine, et bien évidemment avec Marie-Jacques, qui est la directrice du petit journal qu'on appelle. Et demain, donc, vous aurez plaisir à rencontrer tous ces gens et les thématiques de l'information qui seront déclinées par nos invités. Donc, rendez-vous demain à partir de 13h pour le C'est dans la presse. Mais avant, vous aurez, bien sûr, comme tous les vendredis en quinzaine, le Manger Pays. L'autre fois, c'était les gombos. On ne parlera pas de gombos cette fois-ci, mais d'une autre saveur guadeloupéenne. Et ce sera avec, donc, la directrice du CESAG. Je veux parler de Madame Sylvie Crane. Donc, ne ratez pas le rendez-vous. Le ZCL du vendredi, c'est vraiment le ZCL qu'il ne faut pas rater, surtout avec Jessie. On continue le journal. Jessie va être 13h30. On prend une pause de pub et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de ce ZCL un peu spécial du jeudi 10 mars. Je vais quand même reprendre avec le sujet donc sur le théâtre. Oui, on a le temps. On a le temps, oui. Voilà. Donc attention, chute de femme. C'était le titre de la pièce de théâtre présentée au Mémorial Acte samedi dernier à Pointe-à-Pitre. Une pièce interprétée par la compagnie Ce que je veux, dans laquelle 3 femmes livraient leurs plus grandes préoccupations dans la vie. Un scénario touchant et plein d'humour, joué de grands noms, par de grands noms de la scène théâtrale antillaise, notamment Isabelle Cancel, Céline Morel, Esther Myril et Patrice Turlet. Je vous propose de voir tout de suite le reportage d'Etono Bruno et Alex Foucan. Déçu, déchu, l'homme, disons le jeune homme le plus courtisé de la ville, inoubliable dans son smoking blanc cassé. On dit toujours qu'ils sont beaux les mariés, comme si le fait d'être un sac d'apparat transformait le genre humain. C'est parce que c'est comme les bébés, ils sont toujours beaux les mariés. Et dire que ces choses-là peuvent devenir des monstres. 3 femmes qui se rencontrent dans un bar et qui se dévoilent. Elles sont éprouvées par la vie, elles ont des secrets, elles ont des blessures, il y a beaucoup de moments d'humour également. D'ailleurs, vous n'êtes pas à l'abri, parce qu'il se peut très bien que vous aussi un jour, vous ayez des pulsions comme moi. Et poussez à vous parce que votre mec vous gonfle. Ça m'a été proposé par un homme, Serge Sandor, ce texte. Et c'est vrai que ça m'a touché, ces témoignages de femmes qui sont des vrais témoignages, qu'il a recueillis, lui, dans la Caraïbe, en Argentine, à Cuba notamment, au Mexique, etc. Et ces témoignages m'ont touchée, m'ont fait rire en même temps. Cette mariée qui dit non le jour de son mariage, cette fêlée qui arrive avec un couteau, on ne sait pas si elle a planté son mec, si son mec voulait la planter, etc. Et puis cette femme qui a divorcé et qui donne rendez-vous, des rendez-vous galants dans un bar à des hommes qu'elle ne connaît pas. Le pompier du 14 juillet. Et il m'a mis le feu, celui-là. C'était waouh, 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 waouh. Il est mignon. Il avait une belle pompe à incendie. Je peux voir. C'est du même retour. Vous nous avez manqué. Je confirme. Comme l'attention elle a baissé d'un cran, en tout cas pour moi, je vais encore attendre un petit peu que mon copain de requin s'envahisse. Deux semaines pour changer ma vie, c'était le titre de l'action d'insertion sociale et professionnelle portée par la ville de Baie-Mahault à destination des jeunes. C'est la 2e fois que Baie-Mahault organise cette opération en partenariat avec l'association Affirmatique. Le principe est de rebooster 10 jeunes en recherche d'emploi et de leur apporter un accompagnement intensif durant 11 jours. Un accompagnement qui va se traduire par la pratique d'activités physiques, de découvertes pédagogiques et
parler d'atelier de relooking, car le jour de l'entretien d'embauche, il faut aussi compter sur son apparence et l'image que l'on dégage pour décrocher un emploi. C'est là toute l'importance de l'atelier relooking qui se déroule cet après-midi à la maison de quartier de Fontricher à Bémao. Reportage avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. C'est un dispositif, un projet qui s'appelle 2 semaines pour changer ma vie, c'est la 2e édition. C'est un projet qu'on a mis en place, donc la ville de Bémao et l'association Affirmatique, où nous avons recruté 10 jeunes du territoire afin de les accompagner professionnellement, socialement, et afin qu'ils aboutissent à leur projet professionnel. On consiste à créer du lien social ou garder le lien social déjà existant. On leur fait faire des petites sorties ensemble, on essaie de les fédérer ensemble afin de pouvoir discuter et connaître plus amplement leurs doléances. On a une coach en relooking qui est très professionnelle, qui arrive à quand même à interagir avec eux. C'est super important pour eux parce qu'ils découvrent qu'avec un minimum de moyens, on peut être super bien, super présentable. C'est important aussi pour eux pour l'avenir, lors de leur entretien professionnel. Ils apprennent à se présenter, ils apprennent comment s'habiller, comment se maquiller, ne pas mettre trop de maquillage, ne pas avoir de vêtements trop extravagants. Donc c'est super bénéfique pour eux. Comme ça se voit d'ailleurs puisqu'ils sont très très attentifs. Moi personnellement, ces 2 semaines pour changer ma vie, je ne vais pas dire que ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a donné un tout petit coup de pouce. Moi aussi, on a les conseils qu'on nous donnera, qu'on nous a donnés, on pourra prendre pour acquis pour l'avenir.